Madame la directrice générale, chère Anne-Marie, chers collègues, chers amis, nous sommes réunis en congrès pour faire le bilan de notre action syndicale, élire celles et ceux qui la mèneront lors du prochain mandat, fort des orientations débattues demain dans la résolution. C'est aussi l'occasion de réfléchir ensemble sur un thème qui nous préoccupe. Face aux obstacles que nous rencontrons, comment maîtriser notre avenir ? Les impératifs économiques et les incertitudes managériales mentionnés dans le titre de notre programme, nous les connaissons bien. Faut-il rappeler les restructurations permanentes, le plan triennal et les coupes budgétaires qu'il ajoute ? Thomas en a parlé tout à l'heure et d'autres intervenants aussi. Les baisses tarifaires répétées dans le secteur sanitaire, la convergence et les blocages dans le secteur médico-social, tous les aléas dans le secteur social, dans la pharmacie. Malgré ces difficultés, il faudrait faire plus et mieux et dans la paix sociale. Et pourquoi pas dans la joie et la bonne humeur. Soyons sérieux. Nous avons hélas l'habitude d'être soumis par l'État à des injonctions multiples, pas seulement à la pression financière ou au tournis des textes et des normes, mais aussi à la puissance de l'imagination bureaucratique et à la tyrannie de la communication politique. Mais nous attendons que notre ministère nous écoute, nous entende et nous respecte. Nous disons qu'il y a des limites, c'est un des thèmes de notre congrès. Il y a des limites à ce que l'on peut nous demander, puis à ce que nous-mêmes, nous devons ensuite demander aux équipes des établissements. Ces limites sont économiques et financières. Certes, l'ONDAM ajoute bien des ressources, mais moins que les charges supplémentaires à financer. Prétendre que l'on pourrait, tous les ans, indéfiniment, rogner sur les tarifs et les dotations et compenser les pertes de ressources par de meilleurs achats, des mutualisations et des réorganisations, c'est faux. Les directeurs, cadres, médecins et pharmaciens des établissements de santé médico-sociaux et sociaux, publics et privés, et les personnels ont l'habitude de faire plus avec moins, de se remettre en question, de fournir des efforts répétés, souvent peu reconnus. Mais vient le moment où les limites sont atteintes. Le management tient aujourd'hui aussi à coups d'astuces, de report de charges, de fuite en avant, de prise de risques. Jusqu'où peut-on accepter de prendre des risques ? Autrement dit, jusqu'à quand ? Que devrons-nous faire alors ? Et que pouvons-nous faire avant ? Pendant que nos donneurs d'ordre nationaux et régionaux nous font scruter au loin l'horizon du taux de marge brute, façon ligne bleue des Vosges, la responsabilité des conséquences, c'est nous qui la portons. C'est pourquoi nous affirmons et répétons que nous avons droit à un management éthique et qui soit soutenable. Les personnels et les usagers, eux aussi, y ont droit. Ces limites sont aussi institutionnelles et managériales. La mise en place des GHT est une illustration d'une approche très dogmatique, mal conçue dans la procédure législative, qui a créé une chimère juridique, puis pilotée dans l'urgence et la précipitation au risque d'échec. Nous sommes priés d'y croire, ou du moins de faire semblant. Les services ministériels aussi. Et si un délai d'1 an sera sans doute laissé aux hospitaliers pour réaliser les mutualisations, ce n'est pas pour leur donner un répit, mais parce que les pouvoirs publics sont empêtrés dans les paradoxes législatifs et réglementaires et ne sont pas en capacité de faire appliquer des textes contradictoires, que ce soit dans la répartition des responsabilités ou dans celle des ressources. Pendant que nos donneurs d'ordre nationaux et régionaux font miroiter que les groupements en entités géantes créeraient des marges, comme si la juxtaposition ou l'intégration forcée menait à un nouvel Eldorado hospitalier, façon course au trésor, la responsabilité des conséquences, c'est nous qui la portons. C'est pourquoi nous affirmons et répétons que nous avons droit à un management éthique et qui soit soutenable. Les personnels et les usagers, eux aussi, y ont droit. Bien des mesures de la loi dite de modernisation de notre système de santé sont au mieux vaines, au pire toxiques. Les concertations, à travers 8 vagues de projets de texte, nous ont associés à la préparation des décrets d'application. Nous y avons répondu avec soin. Dommage que nous ayons eu si peu de retours sur nos remarques et qu'il faille attendre de lire le journal officiel pour savoir si nous avons été entendus. Ce week-end, c'est le décret sur les événements indésirables qui nous a confirmé que tout un chacun pourra alerter à sa guise l'ARS
sans passer par le représentant légal de l'établissement. Drôle de choix, qui risque fort d'encourager la confusion ou la démagogie. Citons entre autres la charte de gouvernance dont personne ne connaît la portée réelle, lubie ministérielle vendue aux conférences médicales qui ne la demandaient pas. Pendant que nos donneurs d'ordre nationaux et régionaux tricotent et détricotent les montages institutionnels tels Pénélope, mais façon Bergère de France, la responsabilité des conséquences, c'est nous qui la portons. C'est pourquoi nous affirmons et répétons que nous avons droit à un management éthique et qui soit soutenable. Les personnels et les usagers, eux aussi, y ont droit. Nous exprimons notre irritation et notre lassitude devant la gesticulation médiatique qui contrecarre le management, qu'elle vienne du ministère ou d'autres acteurs. Le remplacement de l'information par la communication est pesant et nous irrite. Cette dérive n'enjolive pas seulement la présentation des politiques publiques, elle fait la mouche du coche. Le ministère, après la Saint-Jean, nous rappelle que l'été peut être chaud et qu'il faut un plan canicule. Après la Saint-Nicolas, il nous explique que l'hiver il gèle et qu'il faut un plan grand froid. Plus grave, la novlangue rabâche et instille ses mots et ses concepts si bien qu'ils entrent dans le langage courant et formatent la pensée. Quand l'enfumage vient remplacer le réel ou transforme sa représentation par l'euphémisation et la reformulation abusive, c'est pour faire croire ce qui n'est pas. Prétendre geler la masse salariale, mais sans toucher à l'emploi, aux effectifs et au remplacement. Transférer par la loi des responsabilités vers le directeur de l'établissement support et dire que ce n'est qu'à la marge, en exposant les acteurs à d'inévitables déconvenues. Ou transcrire les consignes d'en haut sous forme de COP ou de CPOM et affirmer qu'ils auraient une réelle portée contractuelle. Pendant que nos donneurs d'ordre nationaux et régionaux font souvent l'impasse sur les engagements pris par l'État et sur certains protocoles d'accord, et qu'au lieu d'être des soutiens, ils se bornent à réciter la version officielle pour nous faire la leçon, façon bonnet d'âne, la responsabilité des conséquences, c'est nous qui la portons. C'est pourquoi nous affirmons et répétons que nous avons droit à un management éthique et qui soit soutenable. Les personnels et les usagers, eux aussi, y ont droit. Une stratégie nationale qualité de vie au travail est annoncée pour les prochains jours. Ce sera utile si elle permet un travail de fond à partir d'un diagnostic partagé, puis d'objectifs discutés en commun. Déjà en 2011, une enquête de la CFDT Santé Sociaux avait recueilli des dizaines de milliers de réponses et précisé le sujet. Il est regrettable que le ministère n'ait pas jugé utile de la prendre en considération. Mais nous le mettons en garde. Si cela n'était qu'une opération de communication pour faire suite à des manifestations ou à la mise en scène d'une confrontation médecin-directeur, ce sera un échec avec l'effet inverse. Il est légitime de vérifier si des contextes de travail comportent des abus, voire un harcèlement. Mais l'initiative et la responsabilité de cette mission reviennent aux acteurs locaux, aux autorités publiques et parfois aux juges. En tout cas, pas aux promoteurs d'une chasse aux directeurs, se voulant des procureurs et cherchant à imposer, à partir de certaines situations douloureuses ou extrêmes, une clé de lecture bien éloignée de la réalité. Nous ne sommes pas dans un modèle par principe harcelant, lié à la fonction de direction ou de président de CME, car le copilotage médico-administratif n'est pas un pouvoir, mais une responsabilité lourde, assumée et contrôlée. Pendant que nos donneurs d'ordre nationaux et régionaux ni que la dégradation des conditions de travail, celles des personnels et les nôtres, est en lien direct avec la pression sur la masse salariale et les coupes budgétaires, et prétendent que les achats et les réorganisations recréeront quelques marges, façon pensée magique, la responsabilité des conséquences, c'est toujours nous qui la portons. C'est pourquoi nous affirmons et répétons que nous avons droit à un management éthique et qui soit soutenable. Les personnels et les usagers, eux aussi, y ont droit. Nous réclamons, au contraire, la possibilité de bien faire notre travail, c'est-à-dire d'être des producteurs d'utilité et de sécurité sanitaire et sociale. S'agissant du droit,
Nous ne demandons pas la lune, juste des textes suffisamment précis et clairs pour qu'ils soient applicables, qui fixent la règle de droit en pleine connaissance de la réalité et en tenant compte de l'intérêt général. Cela nécessite que les concertations en amont, qui ont souvent lieu, soient suivies de conclusions conformes. Il faut aussi que le droit ait la stabilité requise, car si on ne change pas la société par décret, le revoir incessamment est le meilleur moyen de ne pas la changer, en tout cas pas en mieux. S'agissant du financement, nous ne demandons pas la lune, juste que l'allocation des ressources soit conforme au niveau de qualité exigé, qu'elle soit répartie avec discernement et équité, sans reporter les impasses sur les services ou sur le futur, sans inciter aux actes inutiles, à la suractivité ou aux prises en charge inadaptées. Cela nécessite de considérer le financement comme un investissement productif et non un coût à réduire, que le mécanisme de la T2A soit revu, que les investissements soient financés. Il faut aussi que les règles aient la permanence requise, car on ne peut gérer selon des modèles économiques perpétuellement fluctuants. S'agissant du management, nous ne demandons pas la lune, juste des principes de gouvernance qui permettent un fonctionnement serein des établissements, des pôles et des structures internes, c'est-à-dire trouvant l'équilibre entre les droits et les devoirs, la liberté d'agir et la responsabilité qu'elle implique. Cela nécessite que les objectifs et les projets puissent être mobilisateurs, que le dialogue social soit conforté par la capacité d'engagement qui dépend directement de la stabilité du droit que nous revendiquons et du modèle d'allocation des ressources. S'agissant des coopérations, nous ne demandons pas la lune, juste que des modalités qui assurent un partage clair des missions et des responsabilités, permettant de gérer les évolutions d'organisation et les répartitions territoriales autrement que selon la loi du plus fort. Le tout GHT est une hérésie sanitaire, alors que le parcours nécessite au contraire que les coopérations impliquent le secteur privé et l'ambulatoire, par exemple pour la cancérologie, les personnes âgées, les maladies chroniques. Il ne suffit pas d'accoler l'adjectif territorial pour donner du sens à une organisation. Et c'est encore plus vrai lorsque les territoires ne sont pas à l'échelle d'un bassin de population, mais recouvrent un département et parfois davantage. Pour tout cela, nous demandons à être écoutés, entendus et respectés dans nos fonctions, dans nos carrières, dans nos personnes. Ce n'est pas non plus la lune. Les directeurs publics étaient mobilisés hier. Le sens de cette mobilisation dépasse le cadre statutaire. Certes, nous avons demandé des améliorations de carrière, mais de l'adaptation de nos statuts dépend la qualité du management, et donc du service public. Si le ministère a conscience des enjeux, il ne le laisse guère paraître, répétant que la porte n'est pas fermée, mais sans répondre aux arguments que nous exposons et sans trancher. Pendant ce temps perdu, la situation s'aggrave. Reprenons rapidement ces enjeux pour les directeurs et les autres collègues. N'est-il pas juste normal que les trois versants de la fonction publique soient traités de manière équitable? Personne ne comprend pourquoi nous devrions admettre que les dossiers statutaires dans notre versant aient des années de retard sur les autres. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ces dysfonctionnements. Vite. N'est-il pas juste normal que les directeurs des soins, puisqu'ils sont directeurs, aient la carrière des directeurs? Personne ne comprend que le corps dont ils sont issus les rattrape, voire les dépasse, au point qu'il n'y a que peu d'intérêt à se présenter au concours. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ce dysfonctionnement. Vite. N'est-il pas juste normal que les DH et les D3S aient la même carrière de base, puisque les concours, les formations, les responsabilités sont semblables? Personne ne comprend que l'unicité reste refusée, alors qu'elle a tant d'avantages pour les établissements, les collègues et l'État. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ce dysfonctionnement. Vite. N'est-il pas juste normal que les responsabilités soient rémunérées dans le régime indemnitaire selon les mêmes barèmes? Personne ne comprend pourquoi les plafonds de PFR ont tant d'écart, ou pourquoi la part F des directeurs des soins est bloquée à 4. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ce dysfonctionnement. Vite. Si le débat sur les sujets statutaires est libre,
nous rappelons avec vigueur que la légitimité de la représentation des collègues appartient aux organisations syndicales, non aux amicales ou aux associations. Leur bien-fondé est entier, mais dans le domaine d'intervention qui est le leur. La discussion statutaire, elle, relève des syndicats, car leurs représentants sont élus par tous. Nous le disons aux responsables ministériels, l'inertie est un manque de respect envers les directeurs et les cadres. C'est oublier que la mise en œuvre des politiques publiques suppose leur mobilisation. Nous savons que la considération ministérielle à leur égard est limitée. En 4 ans, notre ministre est la seule, depuis au moins un quart de siècle, à ne pas avoir reçu leur syndicat. Certes, le cabinet nous ouvre volontiers ses portes, la DGOS aussi. Mais l'écart de traitement entre syndicats médicaux et non médicaux est significatif. Être reçu, si ce n'est que pour une visite protocolaire, nous importe finalement peu. Mais c'est éclairant sur l'attention portée ou non et sur l'authenticité de l'engagement ministériel consacré à nos dossiers. Praticiens hospitaliers et directeurs sont gérés par le CNG. Des postes y sont supprimés chaque année, compromettant l'exercice des missions qui, elles, sont étendues. Nous avons refusé au conseil d'administration, hier, d'approuver des effectifs seulement stabilisés pour 2017, alors que de nouvelles tâches sont ajoutées, dont l'accompagnement lié au GHT. Et ce refus a été unanime de la part des syndicats de directeurs. Cela ne concerne pas que les corps de direction. Les mêmes questionnements valent pour les autres hospitaliers, attachés ingénieurs, médecins et pharmaciens. Ils doutent de la reconnaissance ministérielle et demandent, eux aussi, que leur dossier soit débloqué. N'est-il pas juste normal que les attachés bénéficient des mêmes carrières et primes que dans les autres fonctions publiques? Personne ne comprend pourquoi nous devrions admettre d'être en retard, ce qui provoque des départs préjudiciables aux établissements et aux collègues. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ce dysfonctionnement. Vite. N'est-il pas juste normal que les ingénieurs hospitaliers aient des carrières construites au regard de leur formation et de leurs responsabilités comme à l'État? Personne ne comprend que leur construction statutaire soit à la fois atypique et très complexe. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ce dysfonctionnement. Vite! N'est-il pas juste normal que les médecins et les pharmaciens disposent eux aussi du droit syndical qui leur est reconnu par la Constitution? Personne ne comprend qu'il n'y ait dans les établissements publics ni lieu, ni moyen d'expression, ni élus syndicaux. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ce dysfonctionnement. N'est-il pas juste normal que les compétences des pharmaciens pour exercer en PEI restent validées dès lors qu'ils y ont déjà été employés? Personne ne comprend pourquoi l'exigence du DES aurait un effet rétroactif au-delà des mesures transitoires insuffisantes. Ou bien il faut nous expliquer qu'il y a une raison, ou bien il faut corriger ce dysfonctionnement. Dans le secteur privé, les interrogations ne sont pas moins nombreuses. Les directeurs, les médecins et les pharmaciens partagent les contraintes de la même manière. Les directeurs du secteur privé sont confrontés à la contradiction entre leur situation de salariés et leur rôle simultané de représentants de l'employeur. Soumis à toutes les pressions que le contexte général provoque, ils n'ont même pas la satisfaction de bénéficier d'un droit syndical effectif et d'une représentation spécifique que leur situation atypique justifierait. Les médecins et les pharmaciens des établissements privés connaissent une diversité de situations, mais qui sont toutes marquées par un engagement professionnel intense qui n'est pas toujours reconnu dans les conventions collectives, les contrats de travail ou les organisations internes des établissements. Les pharmaciens salariés d'officine vivent des difficultés importantes parce qu'une officine ferme tous les 2 jours, que la situation de l'emploi est préoccupante, que les rémunérations sont à la traîne, l'application du DPC poussive et l'exercice du droit syndical très aléatoire. Le lot des TPE est incertain et nous sommes mobilisés dans les élections au TPE pour nos collègues. Tous, nous sommes confrontés à l'évolution rapide de nos métiers et de nos conditions d'exercice.
Nous vivons les remises en cause provoquées par les recompositions. Nous sommes inquiets face aux contraintes. Nous doutons souvent du soutien de l'État et nous nous interrogeons comment maîtriser notre avenir collectivement et individuellement. Tous, nous refusons d'être des responsables dociles, chargés d'exécuter les consignes plutôt que de défendre l'intérêt de l'établissement et la santé publique. Nous sommes méfiants, à juste titre, suspicieux là où on nous parlait de confiance, lassés de supporter les doubles discours et les contradictions, fatigués de gérer dans l'urgence l'empilement des dossiers. Au 5A-CFDT, nous le disons clairement, les collègues que nous représentons font et feront leur travail le mieux possible, même si c'est la mort dans l'âme, parce qu'il est devenu difficile d'y croire. Mais les intérêts de carrière nécessaires ne suffisent pas à la motivation professionnelle si la perte de sens nous prive de la fierté d'assumer efficacement nos responsabilités. La dégradation des conditions d'exercice est réelle. Elle expose aux risques psychosociaux, au sentiment de devoir assumer un management devenu déviant, à une insatisfaction profonde. Le 5A-CFDT alerte sur cette situation et a proposé des réponses à travers ces alertes et ses contributions au projet ministériel ou encore la charte de l'éthique et de la responsabilité. Nous y travaillons et nous y travaillerons dans le comité consultatif national et sa commission des conditions de travail s'agissant des corps de direction. Le 5A-CFDT le répète et je conclurai mon propos. Les directeurs, les cadres, les médecins et les pharmaciens sont des acteurs de santé publique, indispensables. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des soignants. En ne les considérant pas comme ils le méritent, l'État se prive de concours indispensables aux politiques publiques et il se prive des conditions de succès. C'est une très lourde erreur. C'est une faute politique. Et notre message mérite d'être entendu. Merci de votre écoute. Je vous remercie. CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.